Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. C'est parti pour les épreuves physiques et sportives des examens du CAP, du BEP, du BT et du BP, le brevet professionnel. Le coup d'envoi a été lancé au lycée technique d'Abidjan ce lundi, une session 2024 avec des innovations majeures. Abidjan, capitale mondiale du libéralisme en 2024. Depuis ce lundi, des jeunes libéraux africains sont rassemblés pour contrer, je cite, la montée du populisme dans la région. Une première étape d'une série de rencontres qui vise à promouvoir les valeurs de liberté et de progrès. Et alors que Paris se prépare pour les prochains JO avec l'arrivée de la flamme olympique ce mercredi à Marseille, la ville est perturbée par une grève des boueurs, laissant les rues jonchées de déchets, vous le verrez. Ils sont plus de 20 000 candidats à avoir débuté ce matin les épreuves physiques et sportives des examens du CAP, du BEP, du BT et du BP, le brevet professionnel. Le coup d'envoi a été lancé par le ministère de tutelle ce lundi et on note déjà plusieurs innovations pour cette session 2024. Le reportage de Mardoché Kwasi et de Kimo Eric. C'est par ce geste symbolique que le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a donné le coup d'envoi des épreuves physiques, des examens du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, du BEP, brevet d'études professionnelles, du BT, brevet de technicien et du BP, brevet professionnel. Avant cela, l'émissaire du ministre Kofi Nguessan a invité les candidats, examinateurs et membres de l'administration au professionnalisme, à la discipline et à la rigueur. Je suis venu au nom du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour passer un mot d'encouragement déjà aux examinateurs en vue que justement ces examens se déroulent dans de bonnes conditions et aux apprenants candidats afin qu'ils abordent ces épreuves avec sérénité et confiance et qu'ils respectent les règles qui sont de bonne conduite d'un candidat qui vient se présenter à des examens. Cette session 2024, des épreuves physiques des examens de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, a connu une innovation majeure. Cette année, on a permis aux apprenants de faire un tirage au sort au niveau des activités athlétiques. Par contre, auparavant, c'était les 3 activités qui s'exécutaient. Du coup, nous avons 2 activités pour l'évaluation globale. L'objectif du ministère et de l'inspection générale, c'est de fluidifier au maximum le processus d'évaluation des enfants. Malgré cela, les candidats rencontrés dans le centre d'examen du lycée technique d'Abidjan sont confiants et sereins. Moi, j'ai choisi le saut en hauteur et la gymnastique imposée. Là, c'est eux qui ont imposé, c'est plus la gymnastique libre. J'ai bien débuté l'examen, ça se pourrait que cette année, je puisse avoir mon BT. Ça s'est bien passé au lancer de poids et à la gymnastique. Avec tout ce que j'ai eu à faire, je pense que les examens commencent très bien et ça sera favorable pour moi en fin d'année. Ce sont au total 20 670 candidats aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive qui compose du lundi 6 au 17 mai dans 70 centres repartis sur l'ensemble du territoire national. La prochaine étape de ces examens, c'est la soutenance des rapports de stage prévus du 17 au 22 juin prochain. Les épreuves pratiques, elles auront lieu du 24 au 29 juin 2024. Les résultats de tous ces examens sont attendus pour le 20 juillet prochain. Et ce 4 mai à l'INPHB s'est déroulée la 2e journée des mécaniciens, un événement organisé par des ingénieurs mécaniciens et autour du thème l'intelligence artificielle et la robotisation des systèmes dans l'industrie en Côte d'Ivoire. L'objectif étant de créer une saine émulation autour de la filière et notamment chez les plus jeunes. Le constat de Moussa Nikema. Des panels, des conférences sur la gestion des carrières et la croissance de l'industrie, de la mécanique. Nous sommes aux journées du mécanicien de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Le thème, l'intelligence artificielle et la robotisation des systèmes dans l'industrie en Côte d'Ivoire. Une journée qui a pour objectif de promouvoir la filière au sein de l'INPHB, mais aussi de montrer à toute la Côte d'Ivoire que la filière mécanique existe et forme des ingénieurs
qui sont capables de répondre aux défis majeurs de notre pays tout en les développant. Ce rendez-vous annuel des ingénieurs mécaniciens a pour but, selon les organisateurs, de valoriser la filière mécanique et renforcer les liens entre les anciens et nouveaux étudiants de l'Institut. C'est de conscientiser la jeunesse ivoirienne par rapport à l'utilité de l'industrie dans ce monde. Être ici me donne beaucoup de joie parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité de venir ici et ça me donne l'impression de faire mon choix du travail. Je pense de cette journée qu'elle dit à la mécanique qu'une fille ou un garçon peut être mécanicienne et ingénieur en mécanique si elle veut. Représentant le ministère de tutelle, le directeur général de l'industrie a salué l'initiative qui, pour lui, créera une saine émulation autour de la filière. Il convient pour les structures de formation de pouvoir réorienter leur curricula de formation et de faire en sorte que les ingénieurs qui sortent de ces instituts soient au fait des nouveaux métiers de l'industrie impactés par les nouvelles technologies. Comptant pour sa 2e édition, les Journées du mécanicien visent également à former et inciter les jeunes à s'intéresser aux métiers liés à l'industrie de la mécanique en Côte d'Ivoire. Abidjan, capitale mondiale du libéralisme. Depuis ce lundi, des jeunes libéraux africains sont réunis pour réfléchir sur comment faire face à la montée du populisme dans la région. Une première étape d'une longue série qui vise à promouvoir les valeurs de liberté et de progrès. Le reportage de Pierre Dipomélin et de Tanguy Conan. Face au vent du néo-panafricanisme et du populisme qui souffle sur le continent, les jeunes libéraux se sont donné rendez-vous à Abidjan pour une rencontre dénommée Abidjan Capitale du Libéralisme 2024 à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire. Ces militants africains du libéralisme, une philosophie politique et économique dont les valeurs essentielles restent la propriété et le libre marché, sonnent le réveil contre les courants contraires. Présente à cette importante rencontre politique, Kautar Marwas, la présidente de la jeunesse libérale africaine, a situé les enjeux. Le libéralisme ne se résume pas exclusivement à la prospérité matérielle. C'est aussi une philosophie de vie, c'est une philosophie politique qui place la liberté des citoyens au cœur de ses préoccupations. Sous l'exécution du RHDP, la Côte d'Ivoire a su renouer avec la démocratie et garantir les libertés fondamentales de ses concitoyens. Le libéralisme, c'est l'idéologie et le cœur de l'action du RHDP qui a mobilisé sa jeunesse à cette rencontre. Sidi Touré, représentant du RHDP auprès de l'Organisation mondiale libérale, a créé en octobre 1998 la première organisation des jeunesses libérales de Côte d'Ivoire. J'y ai cru et je continue de croire que les libertés et le libéralisme sauveront l'Afrique. Et depuis 2011, la Côte d'Ivoire est un bel exemple en la matière. Membre des plus importantes organisations libérales dans le monde, où je représente fièrement notre parti, le RHDP, j'ai décidé de continuer de porter nos valeurs à l'international. Chers amis et jeunes leaders africains, vous êtes aujourd'hui réunis dans notre magnifique capitale économique Abidjan pour vous former, pour forger et affûter vos capacités à être le fer de lance et les défenseurs des libertés fondamentales en Afrique. Dans un contexte où les courants de populisme et de néo-panafricanisme donnent de la voix et soulèvent des vagues de radicalisme susceptibles d'entraîner notre continent dans un isolationnisme dangereux et préjudiciable, votre mission est désormais donc un impératif. Les participants de cet événement sont issus du Sénégal, de la Guinée, du Togo, du Bénin, de la RDC, du Congo, du Burkina Faso. Cet atelier a été une occasion de renforcer les convictions et de renforcer les liens de fraternité entre les partisans du libéralisme. Magistrats, gendarmes et policiers ivoiriens se mobilisent contre le financement du terrorisme à l'Institut national de formation judiciaire. Pendant 4 jours, ils vont réviser le plan d'action national pour assécher les flux financiers terroristes et ainsi renforcer la lutte contre ce fléau dans le pays. Les précisions de Timé Dongé et de Zécré Joseph. INFEJ, Institut national de formation judiciaire d'Abidjan-Cocody. Dans les locaux, les parties prenantes ivoiriennes du dispositif national de lutte contre le financement du terrorisme. Au cœur des assises, de 4 jours, l'adoption d'un plan national actualisé et renforcé de lutte contre les problématiques et pratiques financières illicites
qui nourrissent le terrorisme. À l'ouverture des travaux, enjeux et attentes sont énoncés. Chers experts, votre présence ici, loin s'en faut, n'est pas le fruit d'un hasard, mais bien celui d'un engagement personnel à lutter contre cette hydre qu'est le terrorisme et tous ses appendices. Aujourd'hui, grâce à vos efforts constants, la Côte d'Ivoire dispose d'un vivier d'experts qui permettront ainsi la montée en compétence des acteurs ivoiriens afin de combler les lacunes identifiées et d'aligner le dispositif national sur les exigences régionales et les standards internationaux en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Les évaluations conduites par le GIABA ont mis en évidence que les pays de la sous-région présentent des faiblesses fondamentales dans leurs enquêtes et poursuites de financement du terrorisme. Le GIABA donc continuera bien évidemment de surveiller l'évolution des domaines de risque émergents afin d'aider les pays à renforcer les réponses aux risques de financement du terrorisme. Ces 4 jours d'atelier devraient assurément permettre aux participants, à travers les modules qui seront dispensés, d'approfondir leur compréhension des normes internationales et des bonnes pratiques en matière de lutte contre le financement du terrorisme et accroître leurs capacités techniques d'investigation et de répression. Au nombre des problématiques et pratiques dans le viseur de ces participants, dont les enquêteurs des services de défense et de sécurité du pays et les magistrats instructeurs, ainsi que les experts du garde des Sceaux, ministère de la Justice et ses partenaires, de la société civile, le blanchiment d'argent et l'orpaillage clandestin. Une problématique qui a vu la mise en place par la Côte d'Ivoire d'une unité spéciale de lutte, à savoir le GS-LOI, groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal. À l'actif du détachement, le démantèlement et la destruction de plusieurs sites d'extraction clandestine de l'or. Santé à présent avec une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite qui débute ce vendredi. Elle aura lieu dans une quarantaine de districts sanitaires à haut risque, comme nous l'explique Salif Yalekwe et Chèque Bleu dans ce reportage. Notre campagne de vaccination contre la poliomyélite. Les journées nationales de vaccination seront organisées du 10 au 13 mai prochain dans plusieurs localités du pays. Face à la presse, le premier responsable de la communication du programme élargi de vaccination a donné de grands pans de cette campagne. Sont concernés plus de 4,5 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans, répartis dans 46 districts sanitaires à travers le pays, dont le district autonome d'Abidjan, du Bafing, du Bounkani, du Folon et du Tchologo. Le lancement officiel de cette campagne aura lieu le samedi 11 mai à Mans, dans les jardins de la préfecture. L'objectif attendu de cette campagne, c'est que nous parvenons à vacciner au moins 95%, sinon 100% des enfants de 0,5 ans. Ces journées interviennent à la suite donc de la détection dans l'environnement de plus de 45 cas de poliovirus, également de 7 cas humains de polio d'enfants qui ont eu la poliomyélite. Donc suite donc à la détection de ces cas, et en Côte d'Ivoire et également dans les pays limitrophes, ces pays ont conjugué les efforts pour mettre en œuvre donc ces journées locales de vaccination contre la poliomyélite pour parvenir à éradiquer donc la poliomyélite dans d'autres blocs Afrique de l'Ouest. La poliomyélite est une maladie grave et invalidante. Cette campagne intervient en réponse à une épidémie de poliovirus dérivé de souches vaccinales circulant de type 2, PVDVC2, touchant plusieurs pays de la région africaine de l'OMS, dont la Côte d'Ivoire. Et un atelier a réuni le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et les professionnels des VTC. Objectif pour le ministère, leur présenter les avantages de l'adhésion au système de protection sociale, comme nous le montre Moussa Nikema dans ce reportage. Le secteur des véhicules de transport avec chauffeur, VTC, est en pleine extension en Côte d'Ivoire. Pour permettre à tous les acteurs de ce domaine de profiter de la protection sociale et aux services sociaux de base, le ministère de l'Emploi a invité les chauffeurs VTC à souscrire à la couverture maladie universelle et au régime de travailleurs indépendants. Comme la protection sociale, c'est la réponse structurelle au traitement des questions de vulnérabilité, c'est la raison pour laquelle nous nous obligeons
à davantage sensibiliser nos frères et sœurs qui opèrent dans ce secteur-là à s'approprier les instruments de protection sociale pour maintenir leur niveau de vie en cas de vulnérabilité pendant leur période d'activité et pendant leur période de retraite. Nous voulons faire un prélèvement à la source et c'est la plateforme qui va les reverser directement à la CNPS sans passer par les adhérents eux-mêmes. S'inscrivant dans la stratégie nationale de protection sociale 2024-2028, cette opération vise à garantir à ces professionnels un accès équitable à la sécurité sociale. C'est un métier noble et c'est un métier qui nourrit son homme et il faut pouvoir apporter cette couverture, élargir la couverture maladie, élargir la couverture et des retraites à tous ces métiers-là. Ça va permettre même aux conducteurs d'avoir une retraite décente. Beaucoup prennent ce travail pour un tremplin et ils se rendent compte 10 ans après qu'ils sont comme chauffeurs et puis ils veulent prendre ça comme métier et ils n'ont pas cotisé. Selon les organisateurs, l'atelier permettra de dresser un état des lieux de la situation des chauffeurs de VTC vis-à-vis du système de protection sociale et présenter la couverture maladie universelle et le régime des travailleurs indépendants à tous les participants. Direction Kounfao à présent, dans l'est de la Côte d'Ivoire, où la culture du gingembre bat son plein, constituant l'une des activités principales des habitants. Nos reporters Mardoché Kwasi et Zécré Joseph sont partis rencontrer les acteurs de cette filière qui est en plein essor dans le pays. Reportage. Kounfao, localité située au nord-est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Gontougo, à 309 km d'Abidjan. Ici, le gingembre occupe une place importante dans la vie des populations. C'est le cas notamment pour Odette Kossia, productrice de gingembre depuis une vingtaine d'années. Après plusieurs années passées à Abidjan, à la recherche d'un mieux-être, elle a choisi de retourner à la terre et de s'engager dans la production du gingembre. Cette activité est aujourd'hui sa seule véritable source de revenus. Le travail des gingembre, là, ça nous aide beaucoup. Parce que c'est avec le gingembre, nous nous occupons de nos enfants qui vont à l'école. Pour semer là, il faut bien labourer pour que ça puisse rentrer. Là maintenant, ça donne. Mais si tu n'as pas bien labouré, ça ne peut pas donner. Nous ne semons pas le gingembre avec de l'engrais. Nos gingembres que nous faisons ici à Kounfao, là, ça peut faire 5 ans. Même d'autres même fait 10 ans dans le champ. Parce qu'il n'y a pas d'engrais dedans, ça ne peut pas pourrir. Les producteurs de gingembre ont en général 3 mois de semences, à savoir mars, avril et mai, et 2 mois pour entretenir les champs. 6 à 8 mois plus tard, le gingembre arrive à maturation et est prêt à être déterré en cas de besoin ou d'opportunité. Drissa Ouattara, producteur de gingembre depuis 25 ans, est à la recherche de semences pour son prochain champ. Les feuilles sont tombées, les feuilles deviennent rouges, jaunes, donc c'est que c'est bien formé, on peut récolter. Aussi, il y a le marché, s'il y a les bons clients qui veulent payer, je nettoie et puis je commence à déterrer. Si c'est prêt que je n'ai pas de clients, je ne déterre pas, je laisse, ça ne va pas se gâter. Donc s'il n'y a pas le marché, il n'y a pas de clients pour payer, donc je laisse. Jusqu'à si c'est 1 an, c'est là, ça ne se gâte pas. Si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Une fois récolté, la grande partie du produit est vendue à des acheteurs venus des grandes villes du pays. Une infime partie est transformée sur place dans des unités artisanales de transformation. Roland Yao dirige une de ces structures installées ici à ciel ouvert, au centre de cette concession. Il s'est engagé dans cette activité dès l'obtention de son baccalauréat. Aujourd'hui, il transforme avec son équipe de 10 personnes 1 à 2 tonnes de gingembre par mois, selon la demande du marché. D'abord, il faut avoir le brut, c'est-à-dire au champ là-bas, arriver, on lave, on enlève la peau, puis on passe au découpage. Le découpage, on va au four. Avec le thé du four, directement, on passe aux mises en emballage. On met ça en emballage en même temps. Mais la poudre, on passe d'abord le lavage, on va broyer. On finit de broyer, il faut sécher. Quand on finit de sécher aussi, là, on doit faire piler pour avoir la poudre. Nous-mêmes, on a des plantations, mais on achète aussi avec les autres producteurs. Pour permettre à la filière de sortir de sa léthargie, les différents acteurs, notamment les producteurs, les transformateurs et les commerçants, sont désormais réunis au sein d'une OIA, Organisation interprofessionnelle agricole. La structure compte à ce jour 2350 membres qui se battent pour professionnaliser la filière
et apporter une plus-value à cette spéculation. C'est la formation de nos acteurs sur les techniques culturelles. Parce qu'aujourd'hui, nos mamans, nos parents sèment le gingembre avec des dabas et à main levée. C'est manuel, c'est vraiment un peu difficile, pénible. Donc le défi, c'est d'abord la technique culturelle. D'abord la formation des acteurs. Après cette formation, il faut passer maintenant à la transformation. La transformation de nos matières premières. La commercialisation aussi. Donc tout cela, on demande aussi l'appui de l'État pour une formation pour que les acteurs puissent broder ce domaine-là. Aujourd'hui, ce que je demande, c'est-à-dire avoir des unités de transformation à chaque région. Par exemple, dans la région du Gontougo, il y a une unité de transformation. À Tia-Salé, une unité de transformation. Comme ça, on met les produits ensemble pour évacuer pour la commercialisation. Selon les responsables de l'OIA Gingembre, ce produit est très prisé dans des pays comme les États-Unis, la Chine, la France et la Belgique. Mais ce marché reste aujourd'hui inaccessible. Et je vous le disais en titre, à l'approche des Jeux Olympiques à Paris, comment se prépare la France à quelques semaines de l'événement? Si la flamme olympique arrive ce mercredi à Marseille, triste constat dans certaines rues de la ville avec des déchets qui s'accumulent en raison d'une grève des boueurs. Le récit de Salif Yalekwe. Après 12 jours de navigation sur le 3 mâts, Belém, partie de Grèce, la flamme olympique accoste mercredi à Marseille, où 150 000 personnes devraient l'accueillir, encadré par un dispositif de sécurité exceptionnel à moins de 3 mois des Jeux de Paris. Allumé le 16 avril sur le site d'Olympie, à quelques 100 jours de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, la torche olympique débutera son périple français sur le vieux port de Marseille, l'antique Massalia, fondé il y a 2600 ans par des marins grecs, en présence du président Emmanuel Macron. Une trentaine d'éboueurs marseillais ont décidé de bloquer l'accès à plusieurs centres de transfert des ordures ménagères à quelques jours de l'arrivée de la flamme olympique dans la cité phocéenne. Des tas de déchets s'accumulent dans les 4e et 5e arrondissements de Marseille, une situation décriée par les habitants. Nous avons des monticules d'ordures, c'est pas beau du tout, c'est très sale, ça attire les rats. Enfin bon, après je peux comprendre que les personnes qui enlèvent les ordures font ça pour obtenir des aides qu'on ne leur accorde pas. Il y a des limites, il y a moindre opportunité pour faire grève. Là, c'est la flamme du JO qui arrive. Pof, ils nous laissent dans les ordures, là, c'est pas normal. On est à 2 pas, il y a un collège, une école maternelle à 2 pas. Les poussettes, elles peuvent même pas passer. Sinon. Ça fait au moins 3-4 fois et bon, ça devient un petit peu pénible, quoi, prendre la ville, enfin les habitants en otage. Puis bon, je pense que vu qu'il va y avoir la manifestation de la flamme olympique, je pense que c'est pas un hasard, quoi. L'arrivée de la flamme à bord du 3 mâts Belém à Marseille aura lieu sous haute sécurité avec 6 000 policiers et gendarmes mobilisés, un dispositif inédit, a indiqué lundi le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.